La Côte d'Ivoire a rendu aujourd'hui un dernier hommage au nonce apostolique Ambroso Matta, un adieu suivi du transfert de la dépouille mortelle du doyen des diplomates à Mangalore en Inde où elle sera inhumée demain. C'était en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. Un comité de suivi a été mis en place ce matin pour veiller sur les fonds mobilisés à Paris dans le cadre du plan national de développement. Tous les acteurs du PND étaient à la rencontre, notamment le chef du gouvernement ivoirien, Daniel Kablan Duncan. Et puis les femmes de Côte d'Ivoire peuvent désormais avoir accès à des financements pour leur activité avec un taux d'intérêt de seulement 1%. Cette opportunité leur est offerte par la première dame Dominique Ouattara. Voilà pour le sommaire. Il est 20h à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur RTI 1 et bienvenue dans le 20h. Dernier hommage de la Côte d'Ivoire au nonce apostolique Monseigneur Ambroso Matta, décédé samedi dernier dans un grave accident de la circulation dans l'ouest du pays. La levée de corps du doyen des diplomates accrédités en Côte d'Ivoire a eu lieu à la cathédrale Saint-Paul du Plateau en présence du chef de l'État Alassane Ouattara et de plusieurs membres du gouvernement. Viviane Aïmin, témoignage. C'est un profond sentiment d'affection et de solidarité de la part de l'Église catholique de Côte d'Ivoire, fortement représentée par ses prêtres, ses évêques, ses religieuses, de la part des fidèles de cette Église qui étaient là, nombreux, de la part des autres confessions religieuses également présentes, de la part des autorités politiques, dignitaires de la République, membres du gouvernement, membres du corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire, qui se ressentaient tout au long de cette dernière cérémonie d'adieu au nonce apostolique Ambroso Matta. Ce jeudi matin, la cathédrale Saint-Paul du Plateau était pleine. Le président de la République et son épouse, touchés par la mort brutale et tragique du nonce apostolique, étaient présents pour partager ce deuil. La cérémonie funéraire a démarré par la levée de corps sur le parvis de la cathédrale, marquée par une courte prière. La dépouille mortelle a ensuite été conduite à l'intérieur de la cathédrale où une messe pour le repos de l'âme du défunt a été célébrée. Le célébrant principal, Monseigneur Alexis Youlo Touabli, président de la conférence épiscopale de Côte d'Ivoire, était assisté par l'archevêque d'Abidjan, Monseigneur Jean-Pierre Coutois, qui a prononcé l'homélie. Face aux questionnements sans réponse que suscite la mort brutale de Monseigneur Ambroso Matta, l'archevêque d'Abidjan a exhorté l'Assemblée à ne pas perdre confiance en Dieu. Qui l'eût cru que de retour d'une de ses nombreuses visites à l'intérieur du pays, ce pays qu'il aimait tant, alors qu'il était pratiquement arrivé à destination, qu'il eût cru que la mort, implacable, viendrait arracher à notre affection notre nonce bien-aimé, Monseigneur Ambrose Matta. Comment comprendre? Comment comprendre et accepter que le rendez-vous de Dieuékoué, ville pour qui il avait une affection particulière, n'aura jamais lieu pour celui qui mettait un point d'honneur à honorer tous les engagements qu'il prenait. Pourquoi? Tout simplement, pourquoi maintenant, alors que nous comptions énormément sur lui, sur son savoir-être, son savoir-faire, son savoir-vivre, sur sa joie communicative, pour nous aider dans nos efforts de réconciliation. Pourquoi Dieu peut-il permettre que pareille chose nous arrive? La vie a-t-elle encore un sens si c'est pour nous retrouver à pleurer et à regretter ce que nous avons connu et aimé à un moment donné de notre existence? Oui. C'est pourquoi je désire fortement que ce moment du derrière adieu qui nous est imposé, tous, nous le vivions, non pas dans le stérile désir de faire mémoire pour faire mémoire de celui pour qui nous nous sommes déplacés, mais bien pour redire avec force
que la mort, avec les ruptures qu'elle provoque, n'aura jamais, jamais le dernier mot. Bien plus, que la mort ne sera jamais le dernier mot de notre existence. Il a aussi lancé un appel à tous pour que le travail de réconciliation des Ivoiriens auquel s'était attelé Monseigneur Ambroso Matta ne reste pas vain avec sa disparition. Sa mort nous interpelle tant elle a été brusque et inattendue, laissant en friche le vaste chantier de la réconciliation nationale dont il était un acteur important. Aussi, en sa mémoire, je voudrais nous engager, nous tous ici présents, habitants de ce pays pour lequel il a donné sa vie, nous engager solennellement à offrir à nos populations le cadeau d'une Côte d'Ivoire de paix et enfin réconciliée avec elle-même. Une intention a aussi été adressée à Dieu pour le chauffeur du nonce apostolique Fousseni Compaoré, mort en même temps que son patron. À la fin de la célébration, le président de la conférence épiscopale de Côte d'Ivoire, Monseigneur Alexis Youlo Touabli, a présenté les remerciements de l'ensemble du clergé ivoirien au président de la République et son épouse, qui ont tout mis en œuvre depuis la survenue de l'accident pour que le nonce apostolique ait des obsèques dignes. Après la messe pour le repos de l'âme du défunt, une cérémonie protocolaire était organisée sur le parvis de la cathédrale. Devant la dépouille mortelle, la doyenne du corps diplomatique, l'ambassadrice de la RDC, son Excellence Isabelle Iboula Ngangeli, a rendu un hommage au défunt qui était de son vivant le doyen du corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire. Le nonce apostolique, Monseigneur Ambroso Matta, était de nationalité indienne. Dans la hiérarchie de l'Église catholique, il était archevêque titulaire. Au plan académique, il était diplômé d'un doctorat en droit canonique. C'était un diplomate qui comptait déjà une riche carrière professionnelle. Avant la Côte d'Ivoire, où il avait pris fonction en septembre 2008, il avait représenté le Saint-Siège au Ghana, Togo, Bénin, au Salvador, en Géorgie, en Arménie, en Azerbaïdjan, en Albanie et en Chine. Monseigneur Ambroise Matta peut maintenant, comme l'enseigne sa foi catholique, profiter de la récompense que Dieu réserve à ses fidèles et dévoués serviteurs. 2 Timothée 4, 6 à 8. Aussi, avons-nous dans notre famille que le corps diplomatique apprécier les relations tant sur le plan officiel que personnel que nous avons pu entretenir avec lui et dont nous garderons un très beau souvenir. C'est en son temps que nous avons mis en place 2 cadres de concertation et d'échange. En février 2012, la réunion bimestrielle du décanat avec le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, les bureaux du groupe des ambassadeurs francophones en août 2012. Après la doyenne du corps diplomatique, la grande chancelière de l'Ordre national, Mme Henriette Dagri Diabaté, a rendu à son tour hommage à l'illustre disparu pour ses efforts de médiation pendant la crise post-électorale et pour ses qualités humaines. Et l'a élevé au nom de la République et à titre posthume à un rang de dignité dans l'ordre national. Pour ses qualités professionnelles de diplomate émérite, pour sa passion du Christ et pour ses attributs de grand homme de Dieu, pour la sollicitude dont il a fait preuve à l'égard du peuple ivoirien, pour la part importante qu'il a prise dans la recherche d'une solution définitive et durable à la crise en Côte d'Ivoire, il a mérité de la nation. Monseigneur Ambroise Matta, nonce apostolique, doyen du corps diplomatique, au nom du président de la République, nous vous faisons commandeur dans l'ordre national à titre posthume. Et nous confions à votre famille les insignes de votre grade.
Les honneurs militaires ont ensuite été rendus aux défunts avec l'exécution par la musique de la garde républicaine de l'hymne aux morts suivi de l'hymne national. Dernier acte, l'ultime séparation. Le président de la République et son épouse, qui ont pris part à toutes les étapes de la cérémonie, apportant une présence réconfortante dans ce deuil, ont alors regagné leur domicile. Notons que la dépouille mortelle du nonce apostolique a quitté dans la journée Abidjan pour Mangalore, en Inde, où elle sera inhumée demain. Toujours au sujet de cette disparition tragique de Monseigneur Ambroso Matta, sachez que le chef de l'État a adressé un télégramme officiel à sa sainteté, le pape Benoît XVI. En voici la substance. C'est très saint Père, c'est avec une très vive émotion que j'ai appris, alors que je me trouvais en mission à l'étranger, la triste nouvelle du décès accidentel survenu le samedi 8 décembre 2012 dans l'ouest de la Côte d'Ivoire de Monseigneur Ambroso Matta, nonce apostolique, doyen du corps diplomatique. Je voudrais en cette douloureuse circonstance vous adresser ainsi qu'à la famille de l'illustre disparu mes condoléances les plus émues et traduire également à votre sainteté la peine immense du gouvernement, du peuple ivoirien dans son ensemble, ainsi que les miennes propres pour la disparition de ce grand homme de paix. Monseigneur Ambroso Matta était très apprécié des populations ivoiriennes en raison de sa simplicité et de sa grande disponibilité à leur égard et s'acquittait avec talent et dévouement de ses missions, tant diplomatiques que pastorales. En vous réitérant mes sincères condoléances, je vous prie d'agréer, très Saint-Père, les assurances de ma très haute et respectueuse considération. C'est signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Autre page de l'agenda du président Alassane Ouattara, il a reçu hier le président de l'Organisation japonaise du commerce extérieur, Ishige Hiroyuki. Centre d'intérêt de cette rencontre, le renforcement de la coopération économique entre Abidjan et Tokyo. Le point avec Awa Touré. La coopération économique entre la Côte d'Ivoire et le Japon, appelée à se renforcer avec la réouverture du bureau de l'Organisation japonaise du commerce extérieur, la JETRO. Ishige Hiroyuki a été reçu par le président de la République, Alassane Ouattara. Donc j'ai surtout parlé de la réouverture de notre bureau à Abidjan et de la manière dont ce bureau et JETRO en général pourra contribuer au développement économique de votre pays. Et je lui ai également fait part des différents éléments qui permettront une croissance économique d'un pays. Et Monsieur le Président a notamment parlé des ressources humaines et de l'expérience d'une haute croissance dans le passé. Le président de la JETRO a par ailleurs indiqué que tous les facteurs clés pour une croissance forte en Côte d'Ivoire sont réunis et le Japon, selon lui, est prêt à accompagner le mouvement. Un autre télégramme de la présidence adressé à son Excellence M. John Dramani Mahama, président de la République du Ghana, au nom du président Alassane Ouattara. La commission électorale indépendante du Ghana vient de vous déclarer vainqueur des élections présidentielles qui se sont déroulées le 7 décembre 2012. Je saisis cette agréable occasion pour vous adresser au nom du peuple ivoirien, du gouvernement de Côte d'Ivoire et en mon nom propre mes vives et chaleureuses félicitations pour la confiance que le peuple frère du Ghana vient de vous témoigner. De l'avis de tous les observateurs, y compris la mission d'observation de la CEDEAO, les élections se sont déroulées dans un climat de paix et de transparence qui honore la démocratie ghanéenne, maintes fois citée en exemple en Afrique et dans le monde. Tout en vous exprimant mes souhaits de plein succès dans vos importantes charges, je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de ma haute et fraternelle considération. C'est signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Autre sujet, rendons-nous maintenant à la primature où un comité de suivi a été mis en place ce matin en vue de veiller sur les fonds mobilisés à Paris dans le cadre du Plan national de développement PND, une rencontre de concertation du comité interministériel en charge du dossier. Ce sont plus de 4 000 milliards de francs CFA qui avaient été mobilisés pour le secteur public pour le compte de ce Plan national de développement. Le point avec Mamadou Kouassi. Réunion interministérielle de mobilisation des ressources pour le Programme national de développement, PND. Pour le Premier ministre Daniel Kablon-Duncan et ses collaborateurs,
Il s'agit de mettre en place un comité de suivi afin de trouver des mécanismes pour accélérer les investissements prévus pour début 2013. Nous avons estimé utile de voir toutes les ressources antérieures au PND. Nous allons travailler de manière à ce que, disons qu'en début d'année, nous ayons tout le programme des investissements qui soit prêt, avec un calendrier, que chaque bailleur de fonds qui donne l'argent pose des conditionnalités. L'exemple que je vais vous donner, c'est le MCC avec les États-Unis. Il y a 20 conditionnalités qui ont donc été posées. Nous en avons rempli 5. Comment nous allons faire en sorte que les 15 autres conditionnalités soient remplies pour que nous puissions donc dégager les 400-500 milliards de francs CFA qui sont donc en attente. Une autre rencontre est prévue pour le mardi 18 décembre prochain à Yamoussoukro, en vue de finaliser la mobilisation des ressources du Programme national de développement. Il faut rappeler que déjà plus de 4 000 milliards ont été mobilisés pour le compte du secteur public. Dans l'actualité ce soir, il y a aussi les parlementaires ivoiriens qui ont examiné et adopté aujourd'hui 2 projets de loi, l'un sur la loi de finances apportant budget de l'État pour l'année 2013 et l'autre sur le plan national de développement et programmation des investissements pour la période 2012-2015. Ces projets de loi ont été présentés en commission, respectivement par le ministre auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances Kabani Allé et le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement Albert Mabri Touakeus. Les précisions avec Victoria Angwa. Le projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2013 est adopté à l'unanimité. Fin de la pratique des ordonnances budgétaires après 7 ans. L'Assemblée nationale va désormais jouer son rôle de sentinelle au profit du peuple de Côte d'Ivoire. La séance plénière de jeudi a permis au rapporteur général Fessondé de présenter les résultats du travail abattu en commission. Les 10 articles relatifs au projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2013 et l'annexe fiscale ont été visités. Les 6 articles liés au projet de loi portant plan national de développement et programmation des investissements pour la période 2012-2015 aussi. Un peu plus de 3 000 milliards 800 millions de francs CFA pour le budget de l'État de Côte d'Ivoire et 11 000 milliards d'investissements attendus pour le PND. De quoi satisfaire les députés. Ils attendent dans les faits la conduite de la politique de lutte contre la pauvreté, comme l'indique le PND. 79,3% des investissements publics seront dirigés vers les secteurs porteurs de croissance et pour 20,7% vers les autres secteurs. L'Assemblée nationale, dans son rôle de contrôleur de finances publiques, mais aussi acteur dans la détermination des programmes majeurs et des grandes lignes du programme national de développement. À noter, le PND aussi a été adopté à l'unanimité. Le gouvernement est donc tenu de l'exécuter parce que l'Assemblée nationale y jettera un œil. Contrôle de l'action gouvernementale oblige. La Côte d'Ivoire, à l'instar de nombreux pays à travers le monde, s'est prêtée à l'évaluation PEMFAR, un examen pour la revue de la gestion et du système des finances publiques en vue de moderniser ses finances publiques. C'est donc dans le prolongement de cette évaluation que le ministère de l'Économie et des Finances a initié ce jeudi matin à son cabinet la cérémonie de lancement de la seconde phase de la mission PEMFAR. Vous aurez tous les détails dans notre reportage dans nos prochaines éditions. On poursuit pour dire que la Côte d'Ivoire a également tenu aujourd'hui une cérémonie. La Chambre de commerce et d'industrie a un nouveau président, Nicolas Djibo. Il a été désigné ce matin au cours d'une assemblée générale extraordinaire par les élus de la Chambre. Il remplace à ce poste Jean-Louis Billon, démissionnaire et nommé le 22 novembre dernier, ministre du Commerce dans le nouveau gouvernement. Le nouveau président de la Chambre de commerce et d'industrie, qui va terminer le mandat en cours, a dit placer son action sous le signe de la continuité, traduisant ainsi son intention de poursuivre les chantiers de son prédécesseur. Rappelons qu'avant sa désignation, Nicolas Djibo était le premier vice-président de la Chambre. La Côte d'Ivoire, à l'instar de nombreux pays, a initié aujourd'hui la quinzaine nationale de l'environnement et du développement durable, portant sur le thème « Économie verte, atout pour une Côte d'Ivoire émergente en 2020 ». Le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du développement durable, Alakwa Dioremi, a ouvert dans la journée cette quinzaine. D'ailleurs, il est sur notre plateau, il est notre invité dans ce 20h. Mais avant d'échanger avec lui, suivons le témoignage de cette quinzaine avec Juliette Woya. Port-Boué, municipalité choisie pour le lancement de la quinzaine nationale de l'environnement, est menacée par l'érosion côtière, problème toujours en quête de solution. Le thème de l'édition 2012, l'économie verte, atout pour une Côte d'Ivoire émergente en 2020,
illustre la volonté du gouvernement ivoirien de lutter contre les problèmes environnementaux. À ce sujet, le ministre de l'Environnement, de la Salubrité et du Développement durable, Rémi Alakwadio, a expliqué les actions à mener. Il s'agit entre autres de sensibiliser les populations sur la gestion des déchets industriels ou plastiques, la nécessité de réduire le gaspillage d'eau et d'énergie dans les ménages. Sur le terrain, la Direction générale de l'environnement se charge de l'application de ces mesures. Dans un concept assez clair, c'est d'amener les Ivoiriens à construire leur développement en relation avec les exigences de la nature, de sorte à ce que notre environnement soit toujours un environnement sain et que les activités que nous menons puissent non seulement profiter aux générations présentes, mais aussi penser aux générations futures qui ont besoin de ces ressources pour pouvoir assurer leur propre développement. Comme pour exhorter les populations à prendre soin de leur environnement et leur cadre de vie, le ministère leur a offert des kits de salubrité. Cet acte constitue le point de départ de l'opération baptisée « Zéro sachet plastique » dans la commune de Port-Boué, opération lancée par le ministre de l'Environnement, de la Salubrité et du Développement durable, Rémi Alakwadio. Comme annoncé, le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, Alakwadio Rémi, est notre invité. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Alors, merci de répondre à notre invitation. Vous organisez l'édition 2012 de la quinzaine nationale de l'environnement et du développement durable. Peut-on savoir les objectifs de cette quinzaine? Merci. En fait, cette quinzaine est une activité phare du ministère de l'Environnement et entre dans la stratégie de communication et de sensibilisation avec les populations. Mais c'est également aussi une occasion de partage et d'échange avec les populations sur ce que nous devons tous faire pour préserver l'environnement, avoir un comportement de développement durable, mais surtout faire connaître aux populations et leur montrer ce que le gouvernement et ses partenaires font pour eux en matière de préservation de l'environnement, mais également aussi de préservation du développement durable. Justement, la première conférence prononcée aujourd'hui à Port-Boué lors du lancement de cette quinzaine a porté sur le thème de l'érosion côtière. Le littoral ivoirien est-il vraiment menacé? Et si oui, que fait-on pour éviter le pire? Oui, effectivement, le littoral ivoirien est menacé. Nous avons tous souvenance de la tempête qui s'est abattue sur Port-Boué l'année dernière. Et par rapport à cela, le gouvernement a pris des mesures. La première des choses, un comité interministériel a été mis en place parce qu'il faut différentes disciplines pour adresser cette question. Et la mission de ce comité interministériel est d'abord de proposer des études et également aussi de proposer des mesures correctives à travers un plan national de lutte contre l'érosion côtière. Cela a été fait et aujourd'hui nous sommes au stade des études. Et le gouvernement a fait en sorte que les scientifiques ivoiriens, également aussi en collaboration avec des scientifiques de l'étranger, notamment des scientifiques hollandais, puissent prendre ce problème à bras le corps pour lui proposer un plan d'action à court terme, à moyen et à long terme. Et aujourd'hui, nous avons identifié plusieurs points sensibles au niveau du littoral. Il y a San Pedro, mais il y a également aussi Grand Laou, il y a Port-Boué, il y a Assini et il y a l'embouchure de Grand Bassam. Et instruction donc a été donnée de nous attaquer à l'embouchure de Grand Bassam. Et sur cette base-là, les experts hollandais, en collaboration avec les experts ivoiriens, vont faire des propositions au gouvernement de Côte d'Ivoire. En un premier temps, une première étude va nous permettre de choisir des options. Une fois que ces options seront choisies, on fera l'étude de faisabilité de ces options. Et ensuite, on pourra donc dire au gouvernement, voilà les activités qui vont être menées, voilà combien elles vont coûter, voilà combien de temps ça va durer. Donc tout cela devra pouvoir être commencé, en tout cas au premier trimestre 2013, parce que le travail a déjà commencé en amont. Donc sur cette base, je peux rassurer les populations comme quoi c'est un problème quand même qui inquiète, enfin qui inquiète non, mais qui est pris à bras le corps par le gouvernement, qui préoccupe le gouvernement, et que tout sera fait pour que la côte ivoirienne soit défendue à court, moyen et long terme. D'accord, monsieur le ministre, vous étiez de la délégation du gouvernement ivoirien au groupe consultatif de Paris autour du PND. Pouvez-vous nous situer sur la part des projets d'environnement dans l'ensemble du PND et quelle est leur importance? Alors, il faut dire que dans l'ensemble du PND, nous avons pour 43 milliards de projets. Le processus veut que ce sont certains projets du PND qui ont été sélectionnés pour aller au groupe consultatif de Paris. Et au niveau du groupe consultatif de Paris, effectivement, nous sommes arrivés là-bas avec 3 projets. Nous avons eu l'occasion donc de présenter le projet de restauration du centre ivoirien anti-pollution, mais également aussi les 2 autres projets de
l'aménagement du parc du Banco et l'aménagement de la réserve de Dahlia Fleur. Il faut dire que pour le premier projet, puisqu'on les avait classés par ordre d'importance, le premier projet est structurant. Le Centre ivoirien anti-pollution est l'instrument de veille du gouvernement en matière de pollution. C'est ce centre-là qui est chargé d'analyser toutes les eaux naturelles, tous les déchets, qu'ils soient solides comme gazeux et liquides. Mais ce centre doit mettre en place un système continu pour faire en sorte que nous puissions, au niveau des matrices environnementales, avoir toutes les données que nous voulons à temps voulu, à travers le réseau national d'observation. Ce centre-là également aussi est celui-là qui doit mettre en œuvre le plan Poluma, à savoir le plan d'intervention en cas de pollution accidentelle au niveau marin et au niveau côtier. Donc, pour faire cela, nous avons besoin d'une structure qui soit opérationnelle. Et une structure opérationnelle suppose qu'elle a des locaux, des infrastructures, des laboratoires, des véhicules, des camions laboratoires, mais également aussi des stations de mesure de pollution de l'air, etc., etc. Tout cela coûte beaucoup d'argent et nous sommes allés donc, à travers ce groupe consultatif, présenter ce projet donc aux partenaires et faire en sorte qu'il puisse être financé. Il y a également aussi, comme je vous l'ai dit, la forêt du Banco qui doit être aménagée. La forêt du Banco, en fait, est menacée par les eaux de ruissellement qui arrivent au nord du Banco. Et ces eaux de ruissellement qui aboutissent au niveau de la forêt du Banco font en sorte que les arbres qui sont là, parfois, pourrissent sur pied. Et il faut que nous puissions mettre en amont des ouvrages d'assainissement, des barrages écouteur qui puissent arrêter donc ces eaux de ruissellement et faire en sorte que tous ces inconvénients-là ne puissent pas attaquer la forêt du Banco. Et tout cela a été décrit, mais également c'est l'aménagement qui permettra donc de produire des prestations écologiques au niveau des populations. Donc c'est tout cela qui a été défendu. Merci à vous, Monsieur le ministre, pour toutes ces précisions. On aura l'occasion d'échanger avec vous de fond en comble sur toutes ces questions. Dans un autre registre, les femmes de Côte d'Ivoire peuvent désormais avoir accès à des financements pour leurs activités avec un taux d'intérêt de seulement 1%. Au moins 14 000 d'entre elles pourront créer ou développer des activités génératrices de revenus et accéder ainsi à l'indépendance financière. Cette opportunité leur est offerte par la première dame Dominique Ouattara à travers un fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Le lancement officiel du fonds aura lieu demain, nous dit Fatou Fofana. Le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFCI, va octroyer des prêts aux femmes pour leur permettre de créer et de développer des activités génératrices de revenus. Sur une période de 2 ans, environ 14 000 femmes, particulièrement les plus démunies, verront faciliter leur accès au microcrédit. Le FAFCI sensibilisera également ces femmes sur la gestion de la microfinance, elles qui pour la plupart ignorent de quoi il s'agit. Je ne suis pas au courant des microfinances. Je ne sais pas encore quoi. On ne m'a jamais fait de prêts et je ne suis pas au courant encore. Non, je ne connais pas la microfinance. Le FAFCI a pour mission de financer les activités génératrices de revenus des femmes de Côte d'Ivoire. Il va leur permettre d'accéder à des ressources financières à coût réduit, soit un taux d'intérêt de 1%. Le montant disponible pour la phase de démarrage du projet se chiffre à 1 milliard de francs CFA. Le comité de pilotage du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire est présidé par la première dame Dominique Ouattara. Le lancement du fonds se fera ce vendredi 14 décembre. Elle a commencé ses travaux d'aujourd'hui à après-demain. La commission électorale indépendante CEI réunit ses commissaires centraux à Yamoussoukro, à l'hôtel des parlementaires, pour les informer et les former sur les scrutins des 3 et 24 février prochains. La CEI qui a décidé de réussir ces dernières élections met tout en œuvre pour que ses représentants locaux maîtrisent tous les rouages du scrutin. Objectif visé, aboutir à des élections sans dégâts. Justement, un communiqué de la CEI dont je vous donne lecture. Le président de la commission électorale indépendante CEI invite les responsables chargés des élections au sein des partis politiques à une réunion d'information sur le mode opératoire des élections couplées le mardi 18 décembre 2012 à 10 h précises au secrétariat général de la commission électorale indépendante, 6 au boulevard Latrille, à Cocody-Engré, 7e tranche, face à la station-service, bâtiment partageant un mur de clôture mitoyen avec l'agence Sodeci. La présence de tous est vivement souhaitée, c'est signé Youssouf Bakayoko. Maître Afoussiata Bambalamine, ministre de la Communication, par ailleurs porte-parole adjoint du gouvernement
poursuit sa tournée dans la structure sous sa tutelle. Elle a visité aujourd'hui les instances de régulation de la presse en Côte d'Ivoire, le Conseil national de la presse CNP pour la presse écrite et la Haute autorité de la communication audiovisuelle ACA pour la presse audiovisuelle. Les représentants de ces structures se sont réjouis de cette visite. Dans tous ces différents lieux où Maître Afoussi Bamba est passé, même message et même objectif, celui de toucher du doigt les problèmes de ceux qui s'évertuent à étancher la soif d'information des Ivoiriens. Les détails dans nos prochaines éditions. Dans le même chapitre, positionner la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI comme le leader de l'audiovisuel public en Afrique de l'Ouest d'ici à 2020. Tel est le challenge que l'équipe managériale de la RTI veut relever pour une entrée réussie dans la libéralisation de l'espace audiovisuel ivoirien. Elle se réunit à Grand Bassam pour penser une stratégie adéquate afin de reconquérir et maintenir les téléspectateurs à l'orée de l'ouverture de l'espace audiovisuel en Côte d'Ivoire. Les explications de Fatou Fofana. Quel contenu pour la RTI à l'aube de la libéralisation de l'espace audiovisuel ivoirien? Pour répondre à cette question, le comité managérial de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI est réuni à Grand Bassam pour un séminaire qui va s'étendre sur 72 heures. À l'orée de l'ouverture de l'espace audiovisuel ivoirien, il est question de reconquérir et de fidéliser les téléspectateurs par des productions et programmes de qualité et par le professionnalisme dans le traitement de l'information. Pour le président du comité scientifique de ce séminaire, Bakayoko Amadou, directeur général adjoint de la RTI, il s'agit de faire de la RTI le leader de l'audiovisuel public en Afrique de l'Ouest d'ici à 2020. Au cours de ce séminaire, les besoins et aspirations de tous les téléspectateurs de la RTI seront pris en compte. Aujourd'hui, notre public qui dispose de plusieurs chaînes et partant de plusieurs éléments de comparaison est devenu plus exigeant et n'accepte donc pas les émissions de qualité approximative. Une remise en cause permanente est alors nécessaire pour continuer à assurer convenablement notre rôle de média de service public au service de tous les publics. Nous devons donc faire preuve d'une plus grande ingéniosité afin de transformer ce défi en tremplin en corrigeant nos faiblesses et en surpassant nos limites actuelles pour continuer à demeurer une référence à travers nos productions et nos programmes quotidiens. La RTI bénéficie du soutien du ministère de la Communication pour atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés. Je félicite les dirigeants de la RTI pour l'initiative de ce premier séminaire de réflexion sur le thème « Quel contenu pour la RTI à l'aube de la libéralisation de l'audiovisuel ?» Et les ambitions qui sont attachées à cette réflexion me semblent légitimes. Répondre aux attentes et aspirations des téléspectateurs dans le contexte concurrentiel imminent. Pendant ces 3 jours de séminaire, les responsables de la RTI se pencheront sur la ligne éditoriale et le positionnement de RTI 1 et RTI 2 et les projets de développement pour ces chaînes de télévision nationales. L'État de Côte d'Ivoire s'est lancé depuis 1990 dans un processus de libéralisation du secteur de l'audiovisuel. Il s'agit, au bout du parcours, d'autoriser, après souscription à un appel d'offres ou appel à candidature, des opérateurs privés de droit ivoiriens à user des fréquences de radiodiffusion sonore ou télévisuelle. La RTI tient donc à être compétitive et à relever le défi de la concurrence. On parle aussi culture dans cette édition avec Ernest Adjovi, président et producteur exécutif des Cora, les trophées de la musique africaine, un rendez-vous qui consacre les meilleurs artistes d'Afrique et de sa diaspora. Ernest Adjovi, bonsoir. Allez, bonsoir. Vous avez initié 10 éditions en Afrique du Sud, une au Burkina Faso et les Cora s'installe pour la première fois en Côte d'Ivoire. Pour semble-t-il de nombreuses années, l'événement se déroulera bientôt ici à Abidjan. Donc, quelles sont les innovations de cette 12e édition? Rapidement, permettez-moi quand même de remercier ceux grâce à qui cet événement aura lieu. Le coup présidentiel, et particulièrement Mme Ouattara, qui est donc l'invité d'honneur de cette édition, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, qui en est le parrain, et puis le gouverneur du district d'Abidjan, qui s'est approprié l'événement. Les Ivoiriens se souviendront que l'année dernière, le coup présidentiel a offert aux Ivoiriens les lumières, les feux d'artifice qui ont pacifié les Ivoiriens. Nous sommes là pour accompagner les Ivoiriens
dans cette lancée. Et le gouverneur d'Abidjan nous a pris, nous a acceptés. Et les innovations, ce sera une très belle fête. Nous avons le 29 décembre au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire, les Cora. Et puis le lendemain, nous avons un grand concert avec de grands artistes, dont Chris Brown. Et j'ai le plaisir ici de confirmer que Chris Brown sera bel et bien à Abidjan. Il arrivera dans la matinée du 29. Et le problème, nous avons déjà dépassé aujourd'hui, il vient, il ne vient pas. Ça, c'est pour les oiseaux de mauvais augure. Mais bien sûr qu'il sera là. Et aujourd'hui, c'est de savoir est-ce qu'il restera à l'hôtel ou s'il restera dans une demeure qu'il souhaite. Merci. Alors, puisqu'on en parle, comment se fait le choix, la sélection des artistes nominés? Nous, les Cora, et moi-même en personne, en ma qualité de producteur exécutif, je garantis la bonne fin de l'événement. Nous n'avons rien à voir avec le choix des artistes. Nous avons un jury dont les membres, donc les jurés, sont choisis. Et c'est à eux de choisir selon des critères. Et bien sûr, cette année, nous aurons donc le grand public, les Ivoiriens, contrairement à ce qui s'est passé en 2010 à Ouaga, qui vont pouvoir voter pour leur artiste préféré. Alors, par votre initiative, Abidjan reçoit l'Afrique avec ce grand événement culturel que sont les Cora, avec en toile de fond la recherche de la paix en Afrique. Comment le panafricaniste que vous êtes pense concrètement asseoir une paix durable en Afrique à travers la culture et la musique en l'occurrence? Avant de répondre à cette question, permettez-moi de vous dire rapidement que parmi les innovations, nous aurons au Palais des Congrès une salle de 700 personnes, les invités d'honneur, que nous appelons les VIP, mais nous allons pouvoir mettre l'événement à la disposition d'un plus grand public, comme ça se faisait en Afrique du Sud et à Ouagadougou, en créant un espace à l'extérieur sur le parvis de l'hôtel Ivoire. Donc il faudrait savoir qu'il y a 2 espaces, donc on va faire quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, le conseil nous paraissait important. Vous savez, la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, elle a fait du mal, non pas aux Ivoiriens, elle a fait du mal à toute la sous-région, pour ne pas dire à tout le continent. Donc nous sommes ici en Côte d'Ivoire, nous nous installons, nous avons déposé nos bagages pour très longtemps, pour accompagner un homme pour qui nous avons beaucoup de respect, un homme qui fera de la Côte d'Ivoire un modèle de démocratie, un modèle de développement. Sans paix, on n'y arrivera pas. Et nous avons donc décidé, avec Chris Brown qui a accepté, avec P-Square qui seront là, de faire un très grand concert. Et nous invitons les Ivoiriens à venir nombreux pour qu'on chante la paix et qu'on demande aux artistes d'être des porte-voix, qu'ils aident la Côte d'Ivoire, qu'ils aident les Africains en faisant la promotion de la paix, la paix, la paix. Sans la paix, il n'y aura pas de développement en Afrique. Ernest Adjovi, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Merci pour toutes ces précisions. Rappelons que les Cora, c'est pour le 29 décembre prochain. Tout à fait. Un communiqué avant de refermer les portes de cette édition. Suite à son adoption à l'Assemblée nationale, la loi insérant au titre 6 de la Constitution un article 85 bis et relative à la Cour pénale internationale a été promulguée ce jeudi 13 décembre 2012 par le président de la République. En voici la teneur. La République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 17 juillet 1998. Cette loi sera publiée au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'État. D'ailleurs, au terme de ce journal, la RTI vous proposera une bande relative au décret de promulgation de cette loi. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir.